Merci Philippe. Alors bonjour à tout le monde. Alors je suis Cyril Galbrin, je suis consultant chez ADN depuis plus de 6 ans et demi pour répondre à la question de Philippe. Et je suis essentiellement dans des projets qui sont liés à la gestion de données ou de processus dans différents départements de l'industrie pharmaceutique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la RPA et de ce qu'on appelle aussi la RCA. C'est-à-dire, je vais tout de suite vous présenter ces notions. Le plan de la présentation du jour va d'abord être justement cette introduction sur les concepts d'automatisation des processus et la robotisation, mais aussi l'intelligence artificielle, car elle sera impliquée dans la notion de automatisation cognitive. Ensuite, nous allons voir quelques cas d'usage GXP et non GXP que nous avons développés les mois précédents. Ceux qui ont participé au précédent webinaire présenté par ADN ont peut-être vu certains de ces exemples. Ensuite, je vais présenter une automation que nous avons fait récemment en allant un peu plus loin dans le détail technique du comment factuellement et techniquement une chaîne de robots est mise en place pour pouvoir automatiser un processus entier. Et ensuite, nous allons passer sur une partie plus de réflexion sur quelles sont les approches et les cadres qui peuvent être mis en place dans le cadre de la validation de ces nouvelles technologies. Alors d'abord, une petite introduction. Alors d'abord, il faut connaître un peu le contexte qui appelle le besoin de ces nouvelles technologies, hormis juste le besoin de découvrir les nouvelles technologies qui peuvent être bénéfiques par leur apport de productivité. Mais en fait, dans toutes les industries, et pas uniquement pharmaceutiques ou les industries de la santé, on voit tous une augmentation du nombre de tâches répétitives et administratives et une grande augmentation du nombre de contraintes réglementaires et de conformité. Cela induit une grande complexisation des processus qui est elle-même amplifiée par le fait qu'il y ait beaucoup de technologies héritées par des fusions ou des changements d'outils et énormément de départements et d'accès à ces technologies passées se retrouvent être en silo et sont assez déconnectés. Toutes ces couches amènent une grande diminution de la qualité, l'agilité, l'efficacité, mais également surtout l'utilisation pertinente des ressources. Et ça embolise beaucoup de flux de travail. Augmentant les charges de travail, le temps des cycles pour les produits à développer, et avec des conséquences en matière de risques et de coûts qui ne sont non négligeables. L'exemple qui peut plus parler à tout le monde serait peut-être des exemples de non-conformité à cause de l'embolisation de ces processus. Pour pouvoir gérer ces processus, une technologie souvent utilisée et qui commence à être beaucoup déployée dans les industries, il s'agit de l'automatisation robotisée des processus. En anglais, Robotic Process Automation, ce qu'on appelle RPA. Je vais souvent dire RPA dans ce webinaire, donc ne vous formalisez pas. Et il s'agit d'une technologie d'automation de processus basée sur des robots logiciels qu'on appelle bots. Et en fait, ces bots travaillent au niveau de l'interface utilisateur et ils imitent ou répètent des actions que font normalement les collaborateurs humains. Et ils sont programmés pour pouvoir faire différentes tâches, ouvrir des fichiers, lire des fichiers, exporter des fichiers, ou encore connecter différents outils, les faire réagir entre eux. En général, ils sont vraiment orientés pour la capture, la manipulation de données, mais ils peuvent aussi, au sein de process, déclencher des réponses ou participer à la communication de différents outils, soit lancer un email, lancer une alerte,
ou déclencher une chaîne d'action. En général, vu que pour les nouvelles technologies, on aime bien donner des petits noms et classifier, il est courant de ranger les bots dans plusieurs catégories et on aime distinguer les probots, les no-bots et les chatbots. Les probots sont les bots qui suivent des règles simples et répétitives pour traiter des données, donc qui sont vraiment assez déterministiques. On leur dit faites ça dans ce cadre-là et le bot exécute l'action pour laquelle il est programmé. Le no-bot est plutôt basé sur la recherche de données, souvent sur Internet, de parcourir des sites web, d'aller extraire des tableaux ou des bases de données et après indexer, hiérarchiser les informations extraites. Quant aux chatbots, que peut-être vous avez pu fréquenter, ils sont utilisés dans interfaces en temps réel avec des utilisateurs qui permettent, par exemple, de répondre à des questions en temps réel, mais aussi de répondre à différentes données d'entrée produisant en temps réel des données de sortie. Donc, comme je vous ai dit, cette technologie et les bots se basent sur des instructions et des règles. Cyril, oui. Ne serait-ce pas le moment de lancer le premier sondage sur le RPA? Je voulais le faire juste après cette fin de présentation. Ok. Donc, la RPA se base sur des instructions et des règles et un découpage séquentiel d'un processus. Là, c'est un terme que j'ai employé souvent aujourd'hui, c'est le terme déterministique, parce que une action définie par un process clairement et une règle très précise va induire une action du bot très cadrée. Et cette technologie est parfaitement adaptée à des processus qui seraient vraiment stables, structurés, où on a clairement défini tous les règles. Et sa pertinence est justement pour gérer des très gros volumes de flux et des sorties des réponses qui seraient uniques et non pas aléatoires. On s'attend assez clairement quel serait le bout du process. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'en général, on peut considérer qu'elle est non invasive parce qu'elle tisse de nouveaux liens entre les différentes technologies en permettant au bot d'y accéder et de faire les actions comme un utilisateur, mais elle ne remplace pas les technologies. En fait, ici, nous remplaçons plutôt des process en créant un process plus fluide qui est automatisé plutôt que remplacer une technologie est déjà existante. Et donc, voilà, l'influence directe, elle est clairement sur le processus métier et les données qui y sont associées. Mais dans les domaines fortement réglementés, dans un cadre GXP, de grands points de planification et de contrôle sont à mettre en place. Donc, je vais vous proposer notre premier sondage pour vous demander si la RPA est un sujet que vous évoquez ou que vous avez déjà embrassé dans votre quotidien. Donc, normalement, vous devez avoir reçu le sondage. Je vais le laisser pour une petite trentaine de secondes, je pense. Au moins que ça, puisque là, il y a 88% des personnes qui ont voté. D'accord, bah, je vais le fermer. Et tu le partages. Donc là, je vois bien. Cyril, il faut que tu partages le résultat, c'est ça l'intérêt pour tout le monde. Voilà. Voilà, j'allais. Donc là, comme vous pouvez voir, on constate bien que parmi ceux qui ont répondu, vous êtes un bon 3/4 à déjà avoir
rencontré en discussion ou en mise en place cette technologie. Ce qui, je pense, est assez représentatif du comment la RPA se met en place d'une manière assez fréquente depuis plusieurs années dans les différents secteurs industriels. Bon, il y a quand même un filtre par rapport au titre du webinaire. Hein. Oui, c'est sûr que quelqu'un qui va venir nous voir et quelqu'un soit qui s'intéresse au sujet, donc si c'est sûr que c'est un topic qui a été Il y a un levé. petit... Bref. Oui. Allez, on masque et on continue. Alors, on peut quand même émettre certaines limites à la RPA dans le sens déterministe que je viens de vous présenter, parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a une grande automatisation de nombreuses tâches, il y a certains process qui nécessitent encore des interventions humaines. Par exemple, en impliquant des spécialistes et des experts hautement qualifiés pour gérer des données ou conclure sur des résultats pour pouvoir entraîner le workflow vers l'étape suivante. Et de plus, certains types de données qui ne sont pas forcément accessibles par les données de la RPA. Par exemple, on peut définir que sur toutes les données qui sont à notre disposition, un 20% de ces données-là sont cataloguées comme visibles parce qu'elles sont structurées dans des bases de données, des formulaires, avec des choses qui sont facilement exploitables par les outils informatiques. Mais 80% de ces données sont considérées comme cachées. On les surnomme en général données obscures, dark data. Il s'agit des données semi-structurées, c'est-à-dire celles que l'on trouve dans les fichiers XML ou les logs ou des formulaires papier. Donc, ils ont une certaine structure, mais ils sont moins cadrés dans le cadre des outils qui les utilisent pour pouvoir justement aller rechercher les informations en leur sein. Et il existe aussi des données totalement non structurées, comme les emails, tous les échanges dans les messageries instantanées, des images, des vidéos, les échantillons vocaux, ou même tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, qui est pour certains secteurs très pertinent, mais très difficile à aller exploiter. Et pour pouvoir exploiter ces données, on utilise une technologie qu'on appelle l'automation cognitive ou cognitive automation, CA. Souvent, vous pouvez aussi entendre robotic cognitive automation, RCA. J'utiliserai indifféremment RCA ou CA aujourd'hui. Et en fait, ce type d'automatisation, donc on peut dire ce type de RPA, utilise les technologies qui sont issues de l'intelligence artificielle. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il s'agit en fait d'un terme générique qui regroupe tous les champs de l'informatique qui tend à simuler des tâches qui normalement requièrent de l'intelligence humaine. Alors, ce qu'on appelle intelligence pourrait être assez large. On peut parler de la simulation de sens humain, mais aussi de réflexion et de déduction qui ne pourrait pas être fait de manière purement logique. Alors, les différentes technologies liées à l'intelligence artificielle que l'on pourrait retrouver liées à des process d'automatisation, on a par exemple la vision par ordinateur, qui permettent justement de reproduire ce que l'œil humain pourrait voir sur une image. C'est ce que nous allons voir beaucoup aujourd'hui. Il y a aussi le traitement de langage naturel, ce qu'on appelle Natural Language Processing ou NLP. Peut-être vous avez croisé ce terme, tout comme le terme machine learning ou apprentissage machine. Ce sont des technologies qui permettent respectivement de comprendre les syntaxes du langage humain souvent écrit. Et l'apprentissage machine, il s'agit de modèles mathématiques qui, avec des entrées de données, s'optimise et apprend et permet de prédire des données en sortie une fois que le modèle a été entraîné et est capable de anticiper
des données par rapport à ce qu'il a déjà vu sur des patterns qu'il a lui-même définis. Bon, je sais que c'est un peu, ça pourrait être abscon. Mais l'intérêt de ces technologies qui simulent l'intelligence humaine ou la cognition humaine, ça permet justement d'automatiser des processus de bout en bout en gérant des données qui, avec le caractère purement déterministique de la RPA, on ne pourrait pas accéder. Et donc, ça permet de construire certains modèles comportementaux qu'on pourrait qualifier d'intelligents. Je vais vous lancer le deuxième sondage pour savoir si vous avez déjà croisé le sujet de l'automatisation cognitive des robotisés. Voilà, si tout le monde veut bien avoir la gentillesse de participer au sondage, pour l'intérêt de tous, en fait. Je vais le fermer et partager les résultats. Donc là, on a une petite sensible, c'est pratiquement 50-50, mais avec un petit peu plus de non. Je m'attendais même à avoir plus de personnes n'ayant pas croisé cette technologie parce que elle a du mal à se déployer justement dans les environnements qui sont GXP, du fait de difficultés liées à la validation. Je pense que si vous l'avez croisé, peut-être il s'agit de l'utilisation dans des process qui ne sont pas GXP. Ce qui pourrait être intéressant de savoir dans quel cadre vous auriez croisé, si c'est pas uniquement du questionnement, si vous avez réellement utilisé et mis en place dans vos sociétés ces technologies. Nous allons évoquer. Je vais préparer une question dans ce sens-là et ensuite on la soumettra. Hein. Oui, merci Philippe. Par contre, il faut que tu masques pour continuer. Alors, pour résumer les avantages des technologies liées à la RPA et à la CA, vu qu'elles permettent d'améliorer la disponibilité, la productivité et la fiabilité en remplaçant, en automatisant et encadrant les process pour qu'ils soient faits d'une manière répétée et carrée, ça permet une grande économie de temps, mais aussi de qualité, mais aussi la diminution des coûts liés au risque que la moindre qualité et l'augmentation du temps impliqué. La redéfinition du lien entre les systèmes permet de valoriser des ressources et permet les différents collaborateurs qui passaient des fois un temps non négligeable à devoir faire toutes ces tâches administratives et répétitives, les collaborateurs permettent d'avoir des fonctions qui ont une plus grande valeur ajoutée pour leur métier et voilà, une plus grande valorisation des ressources. Alors, petit état des lieux sur le marché lui-même de ces technologies, alors qu'il est en clairement augmentation exponentielle en milliards de dollars, comme vous pouvez voir ici pour la RPA. De même, avec un ordre de grandeur similaire pour l'intelligence artificielle. Quant au cognitif, les données sont peu présentes parce que c'est une technologie qui commence vraiment à être mise en place, mais les prédictions sont assez grandes pour avoir un bond significatif dans la décennie à venir.
Maintenant, je vais vous présenter certains cas d'usage que nous avons développés en interne chez ADN pour pouvoir maîtriser et comprendre ces technologies. Nous allons voir des cas qui peuvent rentrer dans des process GXP et des qui ne seront pas dans ce cadre-là. Alors, tout d'abord, un petit point sur l'implémentation de justement ces technologies dans les sciences du vivant et les industries de la santé. Tous les départements peuvent être impactés parce qu'ils contiennent ces processus qui sont éligibles à de l'automatisation. Donc, la R&D, les études cliniques, la pharmacovigilance et la sécurité, l'assurance qualité, les affaires réglementaires et la conformité. Tout ce qui est production avec chaîne d'approvisionnement, fabrication, et aussi des activités transverses comme l'informatique, la validation, la documentation, et des activités que même on peut retrouver dans toutes les industries, comme les opérations commerciales, finances, RH, achat, comptabilité. Ces technologies travaillent au niveau de la simple tâche, en gérant des données pour la collecte, la vérification, contrôle de conformité, l'archivage, transmission de données, mais ça permet de gérer de bout en bout des flux de travail critiques. Et dans les exemples qui ont déjà été déployés chez différents acteurs des industries, le traitement et la saisie de cas en pharmacovigilance, ou la constitution de dossiers pour les essais cliniques, ou pour la soumission de nouveaux médicaments, qui permettent de justement relier différents systèmes et de pouvoir compiler les différentes documentations qui est vraiment une usine à gaz, comme on pourrait dire, mais aussi quelque chose qui est très déployé parce que c'est assez facile à mettre en place, le traitement de tout ce qui est commande et facture. Alors, un premier exemple de quelque chose que nous avons développé en interne, peut-être si vous avez assisté à nos précédents webinaires, vous avez peut-être déjà croisé cet exemple. Il s'agit de la saisie d'une réclamation qualité dans notre système information Jira Confluence que nous avons configuré comme étant un QMS. Donc, ce process se base sur la réception d'un email qui contient une réclamation client. Ce formulaire est sous forme d'une image PDF. Elle est lue par un opérateur qui va saisir les données de ce formulaire si il est valide, s'il n'a pas de champ manquant, et il va saisir directement les données dans notre Jira QMS. Là, on peut voir que les différents types de tâches qui sont éligibles à l'automatisation, elles sont diverses, elles sont tout le long de la chaîne. Télécharger l'archivage d'email du formulaire, lecture des données du formulaire, faire un contrôle de cohérence des données du formulaire, les saisir et attacher l'email originel dans le QMS. Un autre processus que nous avons automatisé lors de nos études de concept est un processus que j'ai moi-même croisé dans mes expériences professionnelles et j'ai pu éprouver le caractère très répétitif et la nécessité de son automatisation est lié à la demande de création de compte dans une base de données qui ici est aussi un QMS, c'était dans un grand groupe pharmaceutique, et cette création de compte nécessitait après réception d'un email de revoir le contenu d'un formulaire de création de compte très complexe avec beaucoup de rôles et beaucoup d'affectations, de voir des pièces jointes qui sont les preuves de training des personnes demandant un compte, et d'après de faire une réponse utilisateur pour dire si leur formulaire et les preuves
de formation sont acceptés ou s'ils sont rejetés. S'ils sont rejetés, d'identifier les raisons du rejet pour leur demander de joindre ce qui est manquant. Et toutes ces étapes sont automatisables. Par rapport à précédemment, le contrôle du contenu des formations et des formulaires qui peuvent aller très loin dans les contrôles de cohérence, comme par exemple voir si les dates sont cohérentes entre est-ce que le formulaire correspond à vraiment tous les rôles qui ont été demandés pour la création de compte, et est-ce que il y a une cohérence entre ce qui est demandé comme compte. Et tout ça, il est possible d'automatiser en notant si à la moindre erreur une sorte de log qui permet dans le cas de rejet, de inclure toutes ces différents items manquants dans le mail de réponse. Un autre exemple que nous avons fait en manière beaucoup plus simplifiée que ce que vous pouvez peut-être croiser dans votre société si vous faites de la pharmacovigilance, mais nous avons simulé la réception d'un email contenant un formulaire PV avec une revue de ce formulaire. Si les critères confirmant la présence d'un cas en pharmacovigilance, c'est-à-dire les critères d'avoir un patient, au moins un patient, un produit, un rapporteur et un effet indésirable identifié, nous acceptons ce formulaire et nous recherchons s'il y a un doublon dans la base de données, et s'il n'y a pas de doublon, nous intégrons dans la base de données, et on peut même taguer la priorisation selon certains critères identifiés, des critères d'intérêt. On peut prioriser le flux du traitement. Alors, beaucoup de bases de données intègrent déjà ça, mais nous avons voulu nous entraîner au niveau de la RPA en automatisant tout ça avec les outils d'automatisation. Uniquement au niveau du traitement du formulaire et de pouvoir anticiper tout ce qui pourrait être géré entre le téléchargement du formulaire jusqu'à la saisie, la priorisation et l'étiquetage selon les critères du cas à saisir. Un autre exemple que nous avons développé en interne est l'automatisation pour la gestion de factures et de règlements. Suite à la réception de notices de transfert pour des règlements, nous lisons ce formulaire et observons quelle est la facture associée. Nous recherchons la facture dans notre outil de gestion, puis nous saisissons le règlement associé à cette facture dans l'outil. Après, nous avons fait un petit réponse email pour dire que l'email reçu a bien été traité. Donc, ici même, toutes les différentes étapes sont automatisables. C'est cet exemple-là que je vais vous détailler en plus précis. Puisqu'il est plus simple, je vais pouvoir aller sans être trop lourd dans les petites explications techniques C'est peut-être le moment de lancer le sondage sur les... Je t'ai créé une petite question. Did you use RPA ou... Bah, je vais le lancer si tu veux. Oui, allez-y. Si vous voulez bien répondre, c'est pour la question de savoir en fait si vous utilisez plutôt dans les aspects réglementaires ou pas réglementaires. Voilà. Bon, il y a une tendance qui se dessine qui est pas extrêmement surprenante. Hein. C'est totalement compréhensible. Mais dont seuls les co-organisateurs ont la visibilité pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, on va vous la partager. Il y a peut-être une personne ou deux qui n'a pas encore voté.
si elles pouvaient voter pour qu'on ait un taux de participation à faire pâlir nos hommes politiques. Ah, voilà. Là, on est à 80% de votants, ce qui est pas mal quand même pour un sondage. Est-ce qu'il y en a un qui veut faire un petit effort supplémentaire pour qu'on passe les 85%? Bon, allez, on va ménager le suspense et je... Ah, bah voilà, 88, 80, bientôt 90%. Allez, je te laisse fermer le sondage et le partager avec tout le monde, cher Cyril. Voilà. Voilà. Alors, Ok. donc, qui était assez prévisible, vu les contraintes que ça impose de développer ce type de technologie, que vous êtes pratiquement, parmi ceux qui ont répondu au sondage, 4/5e à être plutôt à avoir répondu non, ce qui est assez logique. Et nous allons évoquer les raisons qui expliquent aussi ce blocage et ce frein, parce que la RPA et surtout la RCA posent énormément de questions pour pouvoir le valider. Je voudrais juste, comment dire, apporter une lecture complémentaire par rapport à ça, c'est que on comprend tout à fait que dans un domaine régulé, les gens soient plus prudents, c'est tout à fait normal. Mais à contrario, c'est justement dans les domaines régulés où il y a beaucoup de contrôles, beaucoup de documentation, beaucoup de contrôles documentaires, où la valeur ajoutée de RPA et RCA sera probablement la plus forte, parce que c'est un domaine régulé, il y a énormément de contrôles que je qualifierais d'une manière provocatrice, bien entendu, ne m'en voulez pas, de contrôle bureaucratique. Voilà. Et l'objet d'ADN, c'est d'essayer de réfléchir avec vous pour voir comment lever ces verrous tout en conservant la maîtrise du risque. Je te laisse continuer, Cyril. Et en complément avec ce que Philippe vous venez de dire, justement, ce que je présentais en amont comme étant les raisons qui appelaient le besoin d'automatiser ces processus, c'était justement la charge qui faisait baisser clairement la qualité ou la compliance. Et dans un cadre comme ça, le gain potentiel de la mise en place de ces technologies est non négligeable. De pouvoir cadrer la qualité par rapport à un processus qui serait vraiment très bien défini mais qui s'exécuterait tout seul, permettrait justement de pallier grandement des problèmes qui seraient liés à la qualité et la compliance. Je crois qu'on a peut-être un autre sondage. Est-ce qu'on pourrait peut-être poser la question si vous avez actuellement un projet lié à ces sujets? Je te laisse faire, Gaël. Je te laisse faire, pardon, Cyril. Je pense que ça pourrait être intéressant de vous poser la question justement tout de suite. Est-ce que actuellement, dans votre compagnie, il y a des projets d'automatisation des processus? Alors, on va essayer de conserver le même taux de participants. Hein. Tout à l'heure, on est monté à 88% de votants. Là, on a un petit peu moins de votants, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Allez, encore un dernier pour les forts. Voilà. Allez, je te laisse partager le résultat du sondage. Avec nos 85% de votants. Voilà, tout à fait. Donc là, on note qu'on a
presque une soixantaine 59% de personnes qui ont déjà des projets actuellement en place dans leur société, et une 41% donc qui n'en ont pas. Donc on est un petit peu moins des deux tiers. Donc ça montre que c'est quand même si ça se met en place, ce n'est quand même pas totalement embrassé. Par exemple, si on compare avec le premier sondage où on a demandé est-ce que c'est un sujet discuté, comme on a vu précédemment, on se rend compte que beaucoup peut-être discutent ce sujet, mais ne mettent pas encore en place les technologies ou sont encore en amont de ces discussions. Alors, je vais tout de suite vous présenter un processus un peu plus technique. Tout d'abord, nous allons vous parler des solutions qu'on utilise chez ADN pour pouvoir utiliser ces technologies. On utilise le package de Automation Anywhere pour la création des bots et l'automation des processus. Il inclut un bot qui est cognitif, qui s'appelle IQBot, qui permet de traiter des documents et de pouvoir en extraire des données. Donc, on peut considérer que c'est un traitement intelligent de documents. Et il utilise une technologie cognitive d'intelligence artificielle. Et pour pouvoir déployer sur le cloud ces technologies, nous utilisons les services de Amazon Web Services, AWS. Et ce sont des technologies que nous avons choisies parce qu'elles sont rapides à mettre en place, sécurisées, mais aussi flexibles. On peut les utiliser pour beaucoup d'applications différentes. Surtout pour AWS, par exemple, que nous utilisons pour tous nos projets nécessitant des machines virtuelles. Alors, le process où je vais vous montrer un détail de sa mise en place technique, c'est celui que je vous ai présenté précédemment avec la gestion de factures. J'ai un petit peu complexifié le process qu'on pouvait voir sur l'arbre logique à gauche, en rajoutant en fait entre chaque étape, entre réception de la notice de transfert, sa lecture, la recherche dans l'outil de gestion et la saisie de règlement, à chaque étape, un petit contrôle, savoir si ça s'est bien passé, et pour pouvoir passer à l'étape suivante et aller jusqu'à un envoi d'email détaillant le succès. À chaque fois qu'un échec se fait à ce contrôle, un envoi d'email d'échec est envoyé. L'idée, c'est de se baser sur un envoi d'email à une boîte générique contenant les notices de transfert, et en réponse, la personne qui a envoyé cet email reçoit un email pour dire ça s'est bien passé, voilà ce qui a été fait, ou il y a eu un problème et ça n'a pas pu être réalisé. Donc, les tâches éligibles sont, comme précédemment, je vous ai les différentes étapes. Je vais vous présenter un peu plus en détail la mise en place. En fait, dans le logiciel d'Automation Anywhere, je réalise une chaîne de bots, c'est-à-dire chaque petit bot créé séparément, qui font une étape que j'ai définie comme pouvant être quasi autonome. Je les relie entre eux dans une chaîne et je leur fais des connecteurs logiques qui permettent de passer à l'étape suivante en cas de réussite ou une bifurcation en cas d'échec. Ces différentes étapes que j'ai choisies sont le traitement et les emails des pièces jointes, la lecture des notices de transfert. Cyril ? Oui. J'ai une personne qui a levé la main. On va peut-être lui ouvrir son micro pour qu'il puisse peut-être intervenir. Hein. Bien sûr. Allez-y, ouvrez le micro. Alors, j'essaye. Alors, j'essaye d'ouvrir le micro de monsieur, mais ou c'est lui qui a saisi qui a son micro coupé. Non. Monsieur Papet, si vous voulez parler.
Non, ok, bon. Bah écoutez, continuons. Hein. Ok. Son son est coupé. Hein. C'est lui qui a coupé son son. Ok, continuons. Alors, pour automatiser donc ce processus, une fois qu'on a identifié le processus et ses différentes étapes, l'idée c'est de traduire ces étapes dans différents petits bots qui vont faire chacun plusieurs petites tâches. Donc j'ai choisi d'avoir une première étape qui traite les emails et les pièces jointes, qui lit les notices de transfert qui étaient contenues dans les emails, qui met en forme les données extraites de cette lecture, et ensuite qui ensuite crée les règlements dans l'outil de gestion avec les données qui sont extraites de ces notices. Et une fois que tout cela est fait, envoyer un email aux utilisateurs. Je vais vous détailler chacun des différents bots. Le premier bot qui traite les emails et les pièces jointes. Alors, à gauche, vous voyez un petit extrait du comment le logiciel d'Automation Anywhere présente les différentes tâches au sein d'un bot, avec différentes petites tâches qui se mettent à la suite, qui sont des tâches comme écrire un log, ouvrir un email, faire une boucle différente. Et bon, il y a deux colonnes parce que en cas d'échec, une autre ramification se met en place. Mais cette liste de tâches de ce bot-là permet de se connecter de manière sécurisée à la boîte email générique où nous recevons les notices de transfert. Quand je dis connexion sécurisée, il est possible de mettre en place des credentials cryptés dans l'administration de Automation Anywhere qui permet d'avoir justement une plus grande sécurité sur qui a accès à quoi. Si quelqu'un est simplement développeur de bots, il peut n'utiliser que des credentials cryptés que seul l'administrateur connaît, par exemple. Ça permet en séparant les tâches, que si certaines données ou accès doivent être clairement pas disponibles pour tout le monde, même pour le développeur, ça permet de rajouter différentes couches de sécurité. Après, je fais une petite boucle pour chaque email dans un répertoire dédié, le répertoire où Outlook envoie les emails contenant les notices de transfert. Pour chaque répertoire, pour chaque email de ce répertoire, je enregistre en local les différents pièces jointes qui sont des fichiers PDF des images de notices de transfert pour des règlements. De la même, j'archive aussi les emails en question en local. Ensuite, là, je vais utiliser dans le bot numéro 2, le bot numéro 2 va appeler un autre bot qui est le bot que j'ai évoqué précédemment, IQBot, qui est un bot, le bot cognitif. Mais comme tout bot impliquant des intelligences artificielles, il nécessite un entraînement. C'est-à-dire, il doit rencontrer le type de données qu'il doit traiter et on doit lui apprendre comment réagir à ce type de données en entrée. Par exemple, dans le cadre d'un bot cognitif, en lui montrant une image qui contient une notice de transfert, je vais lui apprendre ceci est un champ date à extraire. Comme vous voyez à droite, je lui apprends qu'il doit identifier une date, qu'il doit identifier les références des factures ou les montants liés à chaque facture. Et je fais cela pour tout un pool de fichiers. Et le but, c'est qu'il envoie suffisamment pour que après, lorsque je fais des tests ou que je valide s'il a bien appris, il est capable, pour n'importe quel fichier que je lui envoie, d'être capable de lire. C'est-à-dire de simuler ce que l'œil humain va faire, c'est-à-dire lire ces lettres et comprendre que ce sont
lettres qui correspondent à un item à extraire. Donc, une fois il peut se tromper dans l'entraînement, donc je peux moi-même lui forcer sa compréhension en disant non, ici tu aurais dû lire ça plutôt que autre chose. Et une fois que je vois qu'il extrait très bien les données que je voudrais qu'il extrait, je voudrais qu'il ait appris à lire, on peut avoir un score de voir si tous les documents qu'on lui a soumis, il a été capable de les traîner. Et une fois qu'on considère que le bot a été bien entraîné, c'est-à-dire que techniquement le modèle mathématique qu'il a construit lui-même en lui faisant comprendre que ce qu'il a en entrée, il devrait me donner ça en sortie. Une fois que je considère qu'il a bien appris, je mets ce bot en production. Une fois que ce bot est en production, je considère qu'il sait lire mes formulaires, je peux l'appeler dans une chaîne de bots ou par un autre bot. Et c'est justement ce que je vais faire avec mon bot numéro 2, qui est le bot numéro 2, qui est celui qui va, pour chaque PDF que j'ai enregistré précédemment avec le bot numéro 1, je vais l'envoyer dans IQBot et qui va lui extraire ce que je lui ai appris à extraire avec ce type de formulaire. Il est possible que des fois, un formulaire, il n'est pas capable de le comprendre. Donc là, je vais avoir au niveau d'IQBot une alerte et je vais devoir le réentraîner sur ce formulaire en disant « Ok, ce formulaire, tu n'as pas été capable de le lire. Voilà comment tu aurais pu le lire. » Je peux aussi taguer le formulaire comme étant invalide. Si c'est un formulaire qui n'est pas du tout dans le scope de ce que je voudrais lui apprendre à lire et à extraire. Donc, je peux l'exclure du pool parce que ça pourrait arriver que dans les pièces jointes il y avait peut-être pas un formulaire adéquat qui est le formulaire qu'on veut intégrer dans ce processus. Et ce bot numéro 2, une fois qu'il a fait une petite boucle sur tous les formulaires qui ont été enregistrés par le bot numéro 1 en PDF, je demande à IQBot de me enregistrer tout ce qu'il a compris de ces formulaires, ce qu'il a réussi à extraire, et pour cela, il m'extrait différents fichiers qui sont au format CSV et que je lui demande de m'enregistrer en local. Après, mon bot numéro 3, lui, va importer toutes les données qui sont incluses dans les CSV du bot généré par le bot numéro 2. Dans ces notices de transfert, il y a souvent plusieurs factures par notice de transfert. Et vu que plus tard, je veux traiter facture par facture, je préfère avoir un tableau commun qui contient toutes mes factures, quelle que soit la notice de transfert dans laquelle elle m'a été transférée. Donc, je vais fusionner tout en un seul tableau et je vais mettre en forme mes données parce que la manière dont je vais devoir les enregistrer après dans mon outil de gestion ne sont pas forcément la manière dont elles ont été écrites dans la notice de transfert et donc de la manière dont j'ai appris mon IQBot à les lire. Donc, par exemple, les dates, je décide d'enregistrer des dates qui vont être 2 jours après la déclaration de la notice de transfert, parce que c'est le temps en général que ce soit pris en compte par un terme d'opération d'enregistrement de facture. Et en plus, le format de date n'est pas un format qui est canonique par rapport à mon outil. Donc, je dois remplacer les points retirer les points des milliers et les virgules après les unités par des points. Une fois que j'ai mis au propre totalement mes données, avec différentes petites boucles de tâches dans mon tableau qui contient toutes mes données extraites, chaque petite étape que j'ai mis ici correspond à un de ces items-là. Je fais une petite boucle qui va mettre en forme les dates, une petite boucle qui va mettre en forme les montants, etc. Une fois que tout est créé, ce bot va exporter en variable un tableau qui contient toutes les données mises au propre. Et mon bot numéro 4 va recevoir ce tableau. Et ce bot numéro 4 va se connecter via une API à notre outil de gestion qui est Salesforce. Je pense c'est probablement un outil que vous utilisez souvent parce que c'est un des blockbusters
pour la gestion de commandes, d'achats ou de factures. Donc, je me connecte via une API pour avoir un jeton d'accès ponctuel. Et une fois que j'ai cet accès, je vais faire une boucle sur les lignes du tableau précédemment. Et pour chaque ligne, je vais aller chercher la facture associée avec notre nomenclature. Elle s'appelle FA quelque chose. Et pour chaque facture, je vais créer un règlement associé avec à la date et avec le montant qui était dans la notice de transfert. Il faut savoir que pour pouvoir être vraiment carré pour chaque étape précédente au sein de chaque bot et même entre chaque bot, j'utilise une petite tâche qui va écrire dans un journal en horodatant l'action et en incluant des variables. Par exemple, pour telle facture, j'ai réussi à écrire, pour telle facture, j'ai fait l'accès, j'ai envoyé l'email. Donc, on peut insérer des logs à chaque tâche et produire également avec des variables différents indicateurs de succès et réussite, type booléen. Et de plus, pour chaque tâche, comme j'ai créé des boucles essayer attraper, c'est-à-dire que pour chaque tâche, s'il ne réussit pas à les faire, il passe tout de suite dans la partie de la boucle qui correspond à une erreur et il va appeler le bot numéro 5 dans le mode échec. Parce que mon bot numéro 5 peut être appelé de deux manières, soit en mode réussite, soit en mode échec, avec une donnée en entrée. S'il suit le process logique avec les indicateurs de réussite en faisant dans l'ordre bot 1, 2, 3, 4 et après 4 et après 5 avec en entrée l'échec, il va suivre le processus logique où il va compiler toutes les données de réussite, le nombre de notices traitées, le nombre de règlements créés dans Salesforce. Et une fois connecté à la boîte générique, il va envoyer un email pour dire que tout s'est bien passé. Le processus s'est bien passé, le nombre de PDF traités est de là, ici 5, le nombre de règlements entrés, ici est de 18. Parce que pour chaque PDF, il peut y avoir plusieurs factures, par exemple. Dans le cas où, par un des bots précédents, ou en entrée de celui-là, il a l'indicateur qui lui dit qu'il y a eu un échec, c'est-à-dire une des tâches a craché, une des données a été corrompue et n'a pas pu permettre de passer à l'étape suivante, un mail est envoyé à l'expéditeur pour dire ça ne s'est pas bien passé, la chaîne s'est arrêtée brusquement, merci de contacter un bot développeur. Une fois que ces emails sont envoyés, nous archivons tous les données sources et intermédiaires et le journal est aussi envoyé dans notre boîte générique pour pouvoir tracer toutes les actions. Comme ça, en cas d'erreur, il est possible de savoir à quel endroit tout ça c'est bien ou mal réalisé. Maintenant, nous allons parler de l'approche et d'un cadre possible pour la validation de ces technologies. Mais d'abord, je vais vous proposer un petit sondage pour savoir est-ce que la validation, justement, dans le cas de GXP, a peut-être été un frein ou une barrière ou un questionnement ou différents bâtons dans vos roues pour l'adoption de ces nouvelles technologies. J'espère que vous allez répondre aussi nombreux que précédemment, du moins ceux qui ont mis en place ces processus, mais peut-être que certains qui n'ont pas pu mettre en place ces processus sont peut-être du fait de cette difficulté de validation.
Un petit effort pour maintenir notre taux de participation. On sent que le webinaire touche à sa fin. Oh, peut-être que ceux qui n'ont jamais croisé la RPA, je peux comprendre que cette question-là ne sont pas encore arrivés à leur nécessité. Allez, partageons le résultat. Mais c'est quand même assez significatif que justement le côté validation a un grand impact sur peut-être même votre décisionnel sur l'adoption de ces technologies. Philippe, vous voulez commenter un petit peu sur ce sujet-là? Non, mais je pense que c'est cohérent. Hein. Je pense que c'est pas forcément toujours quelque chose de très courant. Disons que c'est un type d'application qui est moins installé que, je sais pas, un ERP, un LIMS Oui, ou autre chose, quoi. Hein? exactement. Ok. Bah, la quatrième partie que nous allons voir est justement ce que nous avons essayé de chercher comme source de réflexion qui se passe actuellement chez beaucoup d'industries, mais aussi de comment on dit, des groupes de pensée, des groupes de réflexion sur justement comment valider ces technologies ou quelles sont les différentes approches. Donc, nous allons partager justement ces réflexions avec vous pour justement pouvoir ensemble avancer dans répondre à ces questionnements, lever ce lièvre qui pourrait empêcher l'adoption de ces technologies. Oui. On a une question intéressante là justement concernant la plateforme elle-même. Donc je conseille à la personne qui a posé la question de rester. Allez, je te continue, Cyril. Ok. Alors déjà, le défi de ce passage à cette automatisation qu'on peut appeler, qu'on aime chez nous à appeler ça le recrutement d'un employé digital, parce qu'il se retrouve à remplacer certaines tâches qui étaient faites par un employé humain. Mais nous devons aborder cette qualification et sa validation en tant que logiciel high-tech, c'est-à-dire avec le même approche que l'on a dans le cadre de validation de systèmes informatisés, qui est, par exemple, chez ADN, une de nos spécialités. Pour ça, et je pense que je ne cache à personne que on doit vraiment approcher cela avec une méthodologie basée sur les risques et des contrôles et la mise en place de ce contrôle robuste. En insistant sur la gestion du changement, la maintenance et le cadre de contrôle et la variabilité de sécurité. Après, les particularités de l'automation vont se placer aussi sur un cycle de vie qui peut être ici particulier et l'intervention humaine qui sont à des points clés qui ne sont pas forcément situés au même endroit que pour d'autres technologies. Cette année, des groupes de réflexion liés à GAMP se sont penchés sur la RPA pour essayer de voir comment ces technologies rentrent dans leur catégorisation et leur gestion. Et le package lui-même, livré par les éditeurs, comme celui que nous avons livré par Automation Anywhere, et les bots individuels qui existent déjà ou les tâches déjà fonctionnent, ils sont analogues à pour eux, analogues à des opérateurs humains capables de suivre une SOP. Comme une infrastructure, ils rentrent dans la catégorie 1 comme un logiciel d'infrastructure, un peu comme un Canva ou des briques. Tant que nous ne les avons pas utilisés, ils n'ont pas ils ne rentrent que dans cette catégorie. Par contre, les scripts et toute l'automatisation qui est à mettre en place, qui justement considèrent qui sont de la customisation,
une personnalisation d'application. Ça rentre totalement dans la catégorie 5 du GAMP, et c'est ce type ce point-là qui devrait porter plus d'attention. Après, bon, que ce soit avec des automations, des scripts GXP, non GXP, qui chacun vont induire pas les mêmes considérations. Mais voilà la distinction entre le packaging et comment il va être développé par le client qui va acheter justement cette solution logicielle. Donc en clair, si vous voulez, c'est que toute la partie socle n'a pas, comment dire, à être qualifiée à proprement parler. Il faut qu'on ait bien évidemment des procédures autour sur comment l'utiliser, mais il n'y a pas de qualification, comment dire, à proprement parler à faire. Par contre, il y aura une attention particulière sur les scripts, parce que c'est effectivement les scripts, notamment au niveau, je dirais, RPA, où le robot peut, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, je vais utiliser un langage un peu familier, mais déraillé par une mauvaise programmation, un mauvais design. Et là, on est bien dans la tendance aujourd'hui qui s'installe un peu partout, c'est de la revue du code. Hein. Et en catégorie 5, normalement, il y a des revues de code qui doivent être faites. Et là, je pense que sur les bots, voilà, ça prend toute sa valeur, mais surtout au niveau des scripts, d'accord, plus qu'au niveau des plateformes en elles-mêmes ou des outils en eux-mêmes. Je te laisse continuer. Alors, dans l'approche des groupes de travail du GAMP, ils insistent sur des prérequis qui seraient proches de ce que nous avons évoqué précédemment, c'est-à-dire que les processus doivent être stables et les données propres, et tous les règles et métiers doivent être bien documentés et définis et cadrés, afin de pouvoir... alors là, nous sommes dans le cadre plus de la RPA. Pour la RCA, c'est un peu plus... nous le verrons un peu plus tard. Après, même si là, c'est que dans la partie déterministe, le focus sur les nouveaux risques justement liés à cette mise en place de scripts d'automation sont à être considérés. Ce que j'ai évoqué précédemment sur la sécurité et les contrôles d'accès, mais aussi la prise en charge des erreurs et des exceptions. Ce que j'ai justement essayé de faire dans mon exemple, pour que vous l'ayez un peu en exemple. Il y a aussi l'implication clairement, mais comme ce type de solutions qui sont à différentes interfaces entre réglementaire, expertise métier, responsable système et informatique, tous ces différents rôles seront aussi être impliqués. Et ensuite, le GAMP préconise de vraiment focaliser sur les étapes du cycle de l'automatisation, comme vraiment définir les exigences et le planning, la configuration, le scriptage et l'entraînement sur des données tests. Alors, entraînement sur des données tests, là, on parle d'entraînement de faire les processus à blanc. On ne sait pas forcément entraînement dans le sens intelligence artificielle. C'est juste l'exécution du processus à blanc. Et les déploiements et les contrôles de changements. Tout ça, ce sont des choses qui, avec une approche GAMP, est, on va dire, classique. Après, la réflexion, savoir si on nous parle des technologies cognitives, quelles sont et dans le cas d'une méthodologie et des contrôles basés sur les risques au sein du cycle de vie, qui est un cycle de vie classique. Là, je vous présente un cycle de vie d'une autre groupe de réflexion qui part de l'initiation du projet jusqu'à la maintien et son exploitation, avec un schéma classique. Et la RPA implique justement d'avoir une adaptation des cadres de contrôle, d'intégrer la gestion du changement dans la gestion globale, d'intégrer la RPA et la CA dans
la stratégie globale gestion de changement, mais aussi de vraiment cadrer l'équilibre entre les processus qui vont être encore gérés par une intervention humaine et les qui sont clairement automatisés, et de vraiment tester, faire des tests pour voir si il n'y a pas d'écart possible en production par rapport à ce qui pouvait avoir déjà été vu, et les différents contrôles de sécurité. Le cognitif, dans le cas de l'RCA, apporte un nouveau focus sur justement les données d'entraînement, ce que vous avez précédemment vu avec Ubot sur les différents formulaires et la diversité que, par exemple, IQbot doit avoir vu pour pouvoir être capable d'être considéré comme ayant appris à bien lire le formulaire et savoir extraire de ces données, mais aussi de faire des tests de résistance pour voir quelle confiance on pourra avoir une fois en production sur les limites de ce qu'il pourrait rencontrer comme données. Après, d'avoir un vrai suivi qui pourrait mettre du l'ordre de la validation dans le cadre de la maintenance une fois en production est aussi quelque chose de très important pour pouvoir cadrer l'utilisation et ce qui est prévu et mesurer les écarts. Nous allons y revenir un peu plus tard. Mais dans l'idée, l'approche reste une approche entre guillemets classique basée sur les risques. Ce que je évoquais précédemment sur il faut mettre vraiment un point d'honneur à ne pas considérer que c'est pas parce que c'est automatisé que nous excluons les experts métiers. Ils sont, comme on dit, human in the loop. So, par exemple, ils sont impliqués dans la constitution fondamentale des données de référence pour justement l'apprentissage, mais que ça soit pour le cognitif, pour avoir un set de données d'apprentissage qui soit vraiment représentatif de ce que en production le bot pourra rencontrer, mais aussi pour les tests, d'avoir vraiment des tests qui soient représentatifs de ce qui va être effectif après le déploiement. Mais le plus important, c'est le terme ground truth, qui est pour le cas d'une intelligence artificielle et donc ici du cognitif, de vraiment cadrer que les prédictions, parce que on considère que c'est des prédictions, parce que ça reste un modèle mathématique qui fait des estimations pondérées. Par exemple, il estime que ce qu'il va lire sur un PDF, c'est un E. Donc après, on peut l'entraîner au point qu'on est sûr à 99,9% qu'il a bien compris que c'était un E, donc il va bien lire ce qu'on lui a montré sur l'image. Mais dans le cas d'intelligence artificielle qui ne serait pas cognitive, qui serait vraiment des modèles prédictifs, d'avoir des données vraiment béton, comme on pourrait dire, pour pouvoir être sûr que les prédictions seraient fiables. Donc c'est pour ça que pendant l'entraînement et le processus de validation, l'expert métier est très important pour pouvoir revoir les données fournies par le bot, pour pouvoir dire il a bien prédit, il devrait il devrait avoir lu ça plutôt que ça, donc pouvoir corriger un mauvais apprentissage, et une fois qu'il est en production, pour pouvoir, s'il est alerté par des prédictions qui soient mauvaises ou mauvaises, de pouvoir aider la machine à s'optimiser en réapprenant avec un nouveau jeu de données. Donc en fait, quoi qu'il arrive, même si c'est automatisé, les experts métiers ont une implication tout au long de la vie du bot, mais ça se retrouve être des nouvelles fonctions, des fonctions qui le permettent d'avoir, étant allégées par des tâches embolisantes qui maintenant sont prises en charge par l'automatisation. Alors, pour valider la RPA et la CA, si on part des méthodologies traditionnelles de la RPA, comme à l'habitude, on se base sur les besoins et les exigences, qui nous permettent de définir des spécifications fonctionnelles,
de là faire une analyse de risque pour voir les risques associés et de pouvoir définir des mesures d'atténuation. Donc là, vous avez un petit exemple en tableau. Nous avons quand même essayé de mettre en avant que on pouvait distinguer ce qui était cognitif ou non du cognitif, c'est-à-dire et pas que cognitif, on va dire ce qui serait lié de la science artificielle, c'est-à-dire des choses qui seraient de la RPA purement déterministe, mais ce qui serait lié à de l'apprentissage. Et on se dit que les mesures d'atténuation qui seraient et les types de tests liés à ces deux types de fonctionnalités, ils seraient à être pris en charge différemment. Donc, les deux types de fonctionnalités, pour une fonctionnalité qui serait déterministe, c'est-à-dire utilisant un bot qui est cadré par des tâches et des règles extrêmement logiques, tu ouvres cet email, tu enregistres là, tu envoies cette donnée dans cette fonction, c'est testable dans toute situation, comme tout logiciel. Ça doit marcher normalement à 100%. Donc des tests unitaires de fonctions, des tests d'une étape, des tests d'intégration d'une séquence ou d'une fonction, comme on a l'habitude de faire pour les tests habituellement quand on teste des fonctionnalités. Mais les fonctionnalités pareil, apprentissage, vu pour les bots entraînés par des données de référence, il n'est pas forcément testable dans cette situation à cause de la variabilité de ce qu'il pourrait avoir en données d'entrée ou sa capacité de pouvoir les lire. Et parfois, pour certaines technologies artificielles où le volume sont trop gros, on pourrait même être obligé de tester statistiquement. Déjà, l'outil lui-même fait une estimation statistique de considérer que tous les données d'entraînement, il est capable de voir un certain nombre de pourcentages de formulaires qu'il est capable de lire parfaitement. Mais il est aussi capable de pas avoir été capable d'être entraîné sur tout type de formulaire. Ça permet d'établir des exceptions ou de cadrer sa compréhension. Donc, il y a des statistiques incluses déjà dans les logiciels type IQBot et qui permet de dire lorsqu'il a un pourcentage d'entraînement ce qu'il a réussi à faire, mais dans le cas vraiment de gestion d'une grande masse de données, par exemple pour des services cognitifs qui pourraient être pas forcément dans le cadre comme je vous ai présenté de cognitif, mais des systèmes qui liraient par exemple une grande documentation ou des données en ligne, des emails ou la littérature qui pourrait identifier, par exemple, imaginons, identification avec des systèmes cognitifs qui peuvent être des fois très complexes, des données de pharmacovigilance dans la littérature. Le volume de données est tel que si on doit faire des tests sur les données d'apprentissage, il est probable que l'on doit se passer par des statistiques. Et quoi qu'il arrive, au sein de l'entraînement, on doit définir un score où on définit où on doit définir que le pourcentage de documents qui a permis l'entraînement a été vu avec succès et de voir que des prédictions, on accepte un seuil d'échec à la prédiction, comme dans tout modèle en intelligence artificielle, qui soit acceptable ou pas. Après, dans l'exemple que vous avez vu cognitif, on peut se permettre d'aller à du quasi 100%. Mais là, ça serait pour le cas de systèmes cognitifs qui seraient plus compliqués ou de l'apprentissage machine avec des technologies artificielles qui seraient plus complexes. Mais quoi qu'il arrive, l'évaluation des données d'apprentissage reste aussi le point clé pour une approche de validation de fonctionnalités qui nécessitent de l'apprentissage. Et comme je vous ai présenté, l'efficacité même du bot est souvent même permise par le logiciel lui-même. Le petit imprimé écran que vous voyez ici vient directement d'IQBot qui montre clairement la robustesse de ce qu'il a permis de voir parmi
beaucoup de documents, ce qu'il a réussi à lire sans erreur. Et il y a différentes données mathématiques qui permettent, et des calculs de différentes mesures de score qui comparent les prédictions, ce que l'expert métier dit que tu devrais avoir lu là et ce qu'il a réussi à lire, et les résultats réels. Et il est possible de définir un seuil pour dire je ne considère pas l'entraînement avec succès s'il n'a pas tant de pourcentage un pourcentage satisfaisant d'une certaine donnée alors vous avez les formules mathématiques de ce qu'on appelle la precision ou le recall. Ce sont en intelligence artificielle des indicateurs la capacité d'un modèle d'intelligence artificielle de bien fonctionner après entraînement. Quoi qu'il arrive, il y a une revue manuelle et l'évaluation des résultats par un expert métier du modèle entraîné. Et comme j'évoquais précédemment, dans le cas de gros volumes, des approches par échantillonnage aléatoire avec des critères d'acceptabilité pourraient être utilisés. Mais quoi qu'il arrive, ça doit satisfaire, si c'est dans le cadre d'un procès GXP, toutes les exigences réglementaires qui sont liées à l'échantillonnage et à ce type d'approche statistique. Alors, la validation de l'intelligence artificielle au sens large, c'est-à-dire pas forcément le cognitif, ça pose énormément de questions. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle cette technologie n'est pas simplement dans le cadre de processus robotisés, mais qui aussi souvent peut vraiment être le facteur limitant de cette adoption de cette technologie par les industries. C'est pour tout ce qui est des processus IA qui ne seraient pas figés. C'est-à-dire, une fois l'entraînement fait, on peut considérer que le modèle mathématique qu'il soit cognitif ou de prédiction, il continue d'apprendre, soit parce qu'il a rencontré des données qu'il n'a pas pu lire et on considère qu'on doit lui faire apprendre parce qu'il doit être capable de lire ce type d'entrée ou de traiter ce type d'entrée. Donc là, on considérerait comme c'est un algorithme qui n'est pas figé. Parce que si l'algorithme est figé, on peut le valider comme tout type d'algorithme une fois qu'il. Mais s'il n'est pas figé, il faut pouvoir savoir quelles sont les modifications de l'architecture de l'algorithme ou le type de réentraînement qu'il peut avoir avec ce nouveau jet de données et de pouvoir gérer, contrôler les risques qui résultent des modifications qu'il va encourir. Alors, ce type de modifications, des fois, elles sont même liées au logiciel qui utilise l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine. Par ce type par exemple, des trucs complexes comme les réseaux neuronaux, cet apprentissage continu est nécessaire des fois pour l'amélioration des performances ou de ces technologies, ou pour la modification d'entrée d'un algorithme quand des fois on utilise un changement de paradigme qui est logique par rapport à l'utilisation initiale, mais qui diverge. Et donc, les données qu'il a vues précédemment ne sont pas celles qu'il va rencontrer. Et donc, il y a quoi qu'il ait, il peut y avoir aussi un changement d'utilisation prévu. Par exemple, pour certaines technologies, peut-être dans le domaine du diagnostic médical, on peut avoir des données biologiques qui sont traitées dans un modèle, qui peuvent répondre à une question, et on pourrait considérer qu'il pourrait, avec ce même modèle, répondre à une autre question. Mais donc, ça diverge sur les données qu'il donnera en sortie. Pourtant, il aura un modèle qui va. Donc, il faut faire bifurquer le modèle. Ce sont des exemples assez vagues. Alors, la FDA s'est déjà posé la question sur les limites de la VSI, de validation que nous rencontrons tous les jours, et pour certaines nouvelles technologies.
Et depuis un certain temps, il considère une approche qui serait plutôt basée sur un critère qui serait l'assurance plutôt que la validation. Donc, et ça a été vraiment envisagé à cause de l'incompatibilité de la validation pour certaines nouvelles technologies, beaucoup liées à l'intelligence artificielle, mais pas forcément que celle-ci. Et l'idée de l'assurance des systèmes automatisés, c'est de minimiser les efforts liés à la documentation et de se focaliser sur des approches qui seraient plus efficaces. Comme vous voyez la petite pyramide à droite, c'est de plutôt se focaliser sur ce qu'ils appellent le critical thinking et de faire découler tout ça, les besoins à ce qu'on doit assurer les tests et de finalement de documenter tout ça en amont et de d'abord vraiment cadrer par une approche basée sur le critique. Donc, ça change l'ordre des priorités, c'est vraiment un changement de paradigme. Actuellement, c'est encore en réflexion, la guidance de la BIA est prévue pour... et nous considérons que cette approche assurance plutôt que validation pourra répondre à certaines questions et blocages liés justement aux technologies d'automatisation, surtout celles qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais l'idée de ces activités et des actions de l'assurance, c'est pour définir ce qu'ils appellent une confiance dans le fait que les fonctionnalités attendues sont conformes aux besoins de l'organisation. Donc en fait, on a comme un changement qu'on ne va plus vraiment avoir on va dire avant c'était plutôt une conformité entre avec les différentes qualifications entre eux, les exigences et les fonctionnalités. Vous voyez dans le cycle en V qu'on testait pour voir avec les différentes qualifications pour voir que tout était vraiment compliant. Ici, on a vraiment cette confiance on s'assure de la confiance de fonctionnalités critiques. Et critiques dans le sens où avec les impacts sécurité sur le patient, sécurité technique, etc. Donc on a la FDA a aussi réfléchi à beaucoup de bonnes pratiques liées à la science artificielle. Elle l'a fait dans le cadre de l'intelligence artificielle embarquée dans des dispositifs médicaux. Et pour ça, elle a commencé à pointer les bonnes pratiques pour le machine learning, l'apprentissage machine. Et ces bonnes pratiques, elles soulignent qu'elles doivent être apparentées aux bonnes pratiques qu'on a en ingénierie logicielle classique et pour les systèmes qualité. Mais elles soulignent que c'est les points clés à considérer sont vraiment la pertinence des données, de séparer clairement et proprement les données qui servent à l'entraînement, au réglage et configuration et aux tests, et d'être vraiment clair sur les résultats de l'algorithme, sur ce qu'on peut attendre, et de vraiment s'assurer et de cadrer le suivi des performances une fois déployées dans le monde réel. Donc, ils essayent de réfléchir, alors là c'est dans le cadre de dispositifs médicaux, mais pour les dossiers ils ont un peu réfléchi dans le cadre de dossiers de soumission pour des dispositifs médicaux avec des changements avec des logiciels embarqués de machine learning, mais ils ont déjà pointé ces choses-là et ils insistent sur justement ce on pourrait assurer à l'assurance de la sûreté et de l'efficacité. Et ils encouragent de définir ce qu'ils appellent des plans de contrôle du changement prédéterminés. C'est-à-dire, dans le cadre de l'algorithme et le logiciel qui considéré n'est pas figé, de pouvoir anticiper le changement qu'il veut. Alors,
en même temps de anticiper ce que l'algorithme est censé devenir avec des apprentissages, ce qu'il appelle pré-spécification du logiciel. Donc, dans ce cadre-là, les types de modifications anticipées et du changement potentiel par rapport aux spécifications initiales doivent être prises en compte. Et ça doit être surveillé de ce qu'ils appellent dans un protocole de changement de l'algorithme, c'est-à-dire comment ce logiciel, l'algorithme est censé apprendre et va changer tout en restant sûr et efficace. Et pour ça, il faut identifier une stratégie, la stratégie de la mise à jour du modèle et la méthodologie associée pour pouvoir mettre en place ces changements de façon sans risque. Donc, l'idée de pouvoir justement, en mettant en place ces technologies qui ne sont pas, qui vont évoluer très rapidement, des fois plus rapidement que le temps de faire un vrai cycle en V de validation, parce que c'est comme si très rapidement les specs et les fonctionnalités changeraient et qu'on ne pourrait pas revoir un cycle en V entier et de refaire toutes les qualifications nécessaires. L'assurance et l'idée de pouvoir justement avec cette petite clé dans le cadre qu'a commencé à proposer la FDA dans le cadre de l'intelligence artificielle pour les dispositifs médicaux, de dire justement qu'il faut cadrer en amont et anticiper ces changements. Donc cela reste encore en discussion et pareil, une guidance sur ces dispositifs médicaux est encore en draft. Mais nous considérons toutes ces idées, tous ces différents nouveaux paradigmes liés à l'assurance et liés à l'anticipation, ça pourrait répondre à certaines questions qui sont justement les gros questionnements. Et quand on voit la littérature et les différents articles même de cette année, on est encore dans, pour certains, dans la recherche, vraiment l'investigation du comment gérer ces technologies aux limites de ce que nous avons à faire pour rester vraiment dans un cadre GXP, parce que c'est pour nous nécessaire de rester dans ces cadres-là. Alors voici les différents services que nous proposons chez ADN. Peut-être Philippe, vous voulez prendre la main sur ce point-là? Oui, bon, disons que ça va changer un petit peu de temps. Donc, effectivement, on a trois grands volets, un accompagnement technique pour l'adoption de cette nouvelle technologie et le développement de robots, hein. Mais avant ça, il faut d'abord identifier les processus éligibles, hein, les processus où il y a le plus de valeur ajoutée, là où il y a entre guillemets un ROI potentiel, hein, qu'il faut ensuite tester. On a pu voir que dans le webinar, les processus, voilà, il y a des processus réglementés, des processus non réglementés. Je dirais, c'est là où il y a le plus de bureaucratie, entre guillemets, qu'il y a le retour. Et notamment sur des processus qualité où finalement les personnes qualité sont un peu engluées dans des contrôles documentaires. Et puis, bien évidemment, c'est de proposer des démarches adaptées en termes de qualification, de gouvernance également, comme certains m'ont fait remarquer, pour que les industriels puissent, de manière générale, se recentrer sur leur cœur de métier et basculer un petit peu les tâches administratives et chronophages aux robots. Voilà. Je fais un petit peu court parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'on est ensemble. Donc je pense que c'est probablement la dernière diapo. Peut-être que c'est le moment, là, si jamais il y a des questions, peut-être revenir sur le slide d'avant. N'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions. À ce moment-là, on ouvrira le micro et vous pourrez partager vos
votre point de vue, vos interrogations, vous posez vos questions, n'hésitez pas. Y a-t-il des questions? Non, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, c'est probablement le résultat à la fois d'un exposé très clair, hein. Ah, si, on a une question, peut-être. Non, j'ai un merci. Ok. De rien. Bon, écoutez, si vous avez des questions, vous êtes peut-être un peu épuisé là, avec 1 heure et demie de webinar. Donc, on vous a laissé vos, comment dire, des mails. Donc, vous pouvez joindre Cyril ou moi-même. Vous pouvez joindre également Gaël. Il y a une petite coquille, c'est gaël.caron. Désolé. Voilà. Alors, on a une question, où trouver l'enregistrement SVP? Eh ben, dès qu'on aura terminé l'enregistrement, on va le mettre sur notre chaîne YouTube. Et à ce moment-là, vous pourrez le consulter sur la chaîne YouTube. Hein. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Et puis, ben, peut-être à bientôt pour certains. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, qu'elles soient, du moment qu'elles sont constructives, il n'y a absolument aucun problème. On ne prétend pas avoir, je dirais, la science infuse. Hein, donc, on partage notre expérience et puis on apprend aussi avec les uns et les autres. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous un bon appétit avec un petit peu d'anticipation et une bonne fin de semaine et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et merci Cyril pour ton travail. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.